Bonsoir, et pour cette 6e programme de la compétition internationale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous les 2 réalisatrices. Et pour les 2 débats, nous allons suivre l'ordre de diffusion de films. Donc on commence avec Fautu Cormoran, et on a le plaisir d'avoir avec nous sa réalisatrice Inès Clivio. Bonjour. Bonjour Inès et bienvenue au festival. Merci, je suis super contente d'être là. Très fière. Donc, comme toujours, je poserai 2 ou 3 questions à la réalisatrice pour démarrer les débats. Mais n'hésitez pas à lever les mains si vous souhaitez intervenir et je vous laisserai tout de suite la parole. Donc, une première question très, très basique, très simple, par rapport au cadre du film, c'est-à-dire la Bretagne d'hiver. C'est un cadre un peu inhabituel qui est amplifié aussi par la solitude de la protagoniste. Donc, je voulais savoir pourquoi déjà ce choix. Donc, pourquoi la Bretagne en hiver? Comme beaucoup de films, il y a un peu de vrai. Et avant d'écrire ce film, je suis partie randonner en Bretagne. C'était l'anniversaire de mes 25 ans. Et puis, je pensais beaucoup à ma sœur, qui elle avait eu 25 ans 7 ans avant moi, et qui était entourée de toute la famille, de tous ses amis, parce qu'elle n'avait pas bougé du sud de la France où je suis née. Et moi, j'étais à Paris et j'allais avoir des groupes d'amis éclatés. Et je sais pas, j'avais pas envie de me comparer à ma sœur. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais passer mes 25 ans toute seule en Bretagne à randonner et ce sera bien mieux. Et donc, je suis partie randonner comme ça en Bretagne. Et c'était pas facile parce qu'il faisait très froid, parce que c'était la première fois que j'allais en Bretagne et la mer de la Bretagne n'est pas la mer de Méditerranée, donc elle s'en va et elle revient et j'ai mis ma tente sur la plage, elle a failli se faire emporter par la marée, enfin c'était que des catastrophes, il faisait froid, il pleuvait et j'ai pas rencontré tout à fait un Armel, mais j'ai rencontré un agriculteur qui promenait son chien, son Golden Retriever, et qui m'a un peu tenu compagnie, pas aussi longtemps qu'Armel, mais le temps de quelques kilomètres, quoi. Et donc on a fait la marche ensemble, et ça m'a tellement fait plaisir de passer du temps avec lui qu'il est parti, et j'ai commencé à inventer mon histoire. Et en fait, c'est aussi la joie de faire des films encore... C'était mon dernier film dans le cadre étudiant, c'est mon film de fin d'études, c'est que je suis rentrée de Bretagne, et puis j'ai fini mon scénario peut-être 2 semaines après, et puis 1 semaine après, je l'ai donné à ma chef opératrice qui était déjà prête, et on est parti en repérage, et puis 2 mois après, on tournait, voilà. Donc c'était une continuité rapide de la Bretagne. J'ai jamais passé autant de temps en Bretagne que l'année dernière, alors que je connaissais pas avant. Et on pourrait définir le film comme une sorte de boy meets girl, mais voilà, inattendu, parce que le film, effectivement, il joue un peu avec les codes de ce genre ou sous-genre du cinéma, notamment hollywoodien, mais qui finalement, voilà, il choisit plutôt d'aller dans d'autres directions, soit dans la caractérisation des personnages, soit dans dans le non-aboutissement de cette histoire de rencontre et d'amour. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Est-ce que tu avais l'envie aussi de retravailler ce genre ultra codifié? Donc comme je le disais, c'est aussi un film dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, en fait. C'est ça qui se passe à l'eau lumière. Et mon mémoire de fin d'études s'appelait Aimer des films qui ne m'aiment pas. Et donc ça parlait de ces films qui mettent en scène des relations, des schémas de relations, parfois stéréotypés, dans lesquels je ne me reconnaissais pas en tant que femme ou en tant que lesbienne. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un film... C'était des intuitions parce que je n'avais pas encore vraiment écrit mon mémoire à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un film qui retravaille le rapport d'amour, amitié qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Et donc, du coup, la caractérisation des personnages, c'est vraiment ça qui a pas mal joué à ce moment-là. Je me suis dit, comment faire un personnage féminin déjà qui soit aventurier, à qui on ne dit pas à chaque fois qu'on la croise, t'es courageuse de partir toute seule, est-ce que t'as pas peur? Et que ce soit au contraire le personnage masculin qui soit un peu craintif, qui ose pas monter tout en haut du phare, et qu'elle ait ce truc très, très assuré, très sûr d'elle, et en même temps très enfantin aussi, des prophéties, de se dire si à 3 il fait ça, il se passe ça, et qu'en même temps elle ne soit pas adolescente, c'est-à-dire qu'elle soit quand même adulte, mais qu'elle ait cette espèce de foi de vivre qu'on peut avoir enfant et qu'on peut perdre peut-être à un moment adulte. Voilà. Par rapport au genre, donc tu avais envie de... Et donc le genre, donc, en caractérisant ces personnages-là et en me disant s'il y en a un qui est amoureux d'un autre, sachant que l'autre au début n'est pas intéressé, qu'est-ce que ça va faire comme équilibre dans la comédie romantique, quoi. Et donc, du coup, j'avais envie un peu de vraiment tourner autour et
et qu'on y croit et qu'en fait non, et que finalement voilà, ça ne se passe jamais. J'aime bien faire les films où on tend presque vers le baiser, vers quelque chose qui va se passer, et puis en fait non, on n'en parle pas. Et puis, Jouer un peu avec les attentes aussi des voilà, spectateurs. c'est ça. Et puis jouer avec les genres, ça c'était quelque chose. C'était aussi dans toujours ce que j'avais envie de faire au moment de commencer le film. C'est un film vraiment qui est entre comment dire, naturalisme et aussi voilà. romanesque. Et puis avec la couleur qui vient aussi s'éloigner un peu du naturalisme, alors que en pensant au personnage de Clémence, j'avais je sais pas, Santoine-Illois avec Sandrine Bonnaire dans des paysages très terreux, très, très gris. Nous, on a choisi de faire quelque chose de super coloré, justement, pour aller un peu contre ce naturalisme-là, avec des costumes aussi très colorés, qui étaient très inappropriés aussi, ça jouait. Et puis j'aime bien cette multiplication de genres qu'on peut avoir dans des films actuels, je trouve il y en a de plus en plus. Quand j'avais vu L'Innocent, j'ai vu L'Innocent en même temps que j'écrivais mon scénario, je me disais mais c'est génial, c'est une comédie romantique, mais en même temps c'est un film d'espionnage, et en même temps c'est dans un aquarium, et en même temps c'est dans la périphérie lyonnaise, et donc c'est ce mélange entre l'aventure, le banal et les genres, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que j'avais envie d'essayer là avec ce film. En fait, je voulais juste poser une petite question par rapport au choix de décor et puis et aussi des objets de scène. On a cette sensation, bien sûr, quand on fait un film, soit en Bretagne, soit toutes ces villes un peu bord de mer, on est un peu hors de temps, et du coup, on a, à part quelques éléments, genre le portable, quoi, ou le karaoké, en général, on a l'impression que il y a des choses qui sont là depuis longtemps, les rochers, machin, et du coup les relations aussi. Et du coup, j'étais très curieux pour savoir le choix de la voiture, un peu de collection, et puis vachement intéressante d'ailleurs. Mais c'était quelque chose qui est venu dans le scénario, ou c'est quelque chose que tu kiffes les voitures stylées et que tu veux les mettre dans ton film? En m'imaginant un peu le personnage d'Armel sans réussir à tout à fait me dire qu'est-ce qu'il fait comme travail, tout ça, je me suis dit c'est un mec, il doit faire un travail sans doute qui l'intéresse moyennement aussi, et puis il y va avec le seul truc qui l'anime un peu, c'est je sais pas, la voiture qu'il a récupérée de son grand-père ou quelque chose comme ça, quoi. Et il est content le matin de partir avec sa vieille voiture qui fait un peu de bruit, mais qui est en même temps toute petite. Enfin, c'est pas une grosse voiture. Enfin, il aime les voitures, mais il aime les voitures de souvenirs, les voitures pas les grosses voitures, quoi. Et donc j'imaginais un Armel dans une petite voiture. Et puis en faisant les repérages, on se balade à Quiberon, parce que le film est tourné à Quiberon. Et puis à un moment, on tombe sur cette voiture qui s'appelle Renault Belle-Île et qui est vraiment posée comme ça devant une maison. Et avec ma chef opératrice, on s'arrête, on se dit mais il nous faut cette voiture, c'est la voiture d'Armel, c'est évident, il y a des petits palmiers dessus, il y a un truc qui se décapote pour l'été. Enfin, c'est sûr que c'est celle-là. Et donc, du coup, on a laissé le petit mot sur la voiture en lui disant on tourne un film, on a besoin de cette voiture. et donc, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Yves, quand je remercie aujourd'hui, est venu avec sa voiture. Il a désigné un conducteur. Et Jean-Yves était un peu un vieux Armel, finalement, je me dis. Il avait plein de vieux objets, il avait plein de mobylettes, il avait plein de choses comme ça qu'il collectionnait, qui n'étaient pas très impressionnantes, mais qui lui faisait très plaisir pour sortir le dimanche après-midi, quoi. Voilà. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur le split screen et le changement de rythme là à la fin. J'ai trouvé ça assez inattendu et en même temps super. Voilà. Donc, je voulais vous demander, parce que là aussi, sur le changement de genre, on y va à plein pot. Alors, c'était au moment du tournage, ça a été un peu laborieux, justement, parce que c'était un changement qui devait apparaître, qui allait apparaître à l'image avec le split screen, mais qui devait déjà apparaître dans le jeu quand elle commence à rigoler, à se moquer de lui, à lui dire j'allais t'embrasser, mais en fait finalement non, parce que le registre a changé, les conditions ont changé, le destin a fait que, quoi. Et donc ça a été très très difficile. On a fait quand même pas mal de prises de ce dernier moment pour trouver l'équilibre où d'un seul coup on admette qu'on passe d'un monologue assez mélancolique, quoi, à cette espèce de foutage de gueule total du split screen avec la crotte de chien, avec le petit dessin, avec que des éléments
très grotesque, quoi. Et donc, c'était vraiment, à l'écrit, c'était brutal, mais bon, on y croyait. Et on commence à jouer, c'est difficile d'arriver à ce truc-là. Et puis, il y a cette dernière prise où en fait, il fallait vraiment, je pense, pousser les curseurs parce que l'acteur, donc, qui s'appelle Baptiste, Carion Weiss-Baptiste, n'osait pas aller aussi loin dans le « non, mais attends », et vraiment jouer la panique grotesque juste après s'être donné comme un grand acteur tragédien sur son monologue. Et c'est vraiment en poussant au maximum ces deux curseurs que je pense qu'on a pu atteindre cet équilibre-là, qui s'est pas démenti au montage. J'ai pas eu de problème à ce moment-là au montage. Je me suis dit ok, je crois que ça passe, quoi. Et donc c'était vraiment dès le jeu, quoi, qu'il fallait le trouver, je crois. Et le film, des sujets abordés dans le film, c'est bien sûr une quête de liberté qui concerne tous les personnages. Et je trouve bien sûr drôle et intéressant que finalement le seul personnage du film qui arrive effectivement à conquérir une espèce de liberté, ce soit Kaiser, donc le chien. Ouais, alors c'était vraiment ce truc où je me disais, bon, en plus le chien devait partir à l'horizon vraiment, et bon, il y avait un problème de marée, encore une fois, vraiment ces marées, j'ai un peu du mal en Bretagne à les comprendre, donc on était obligé de revenir vers la terre et pas de partir vers l'horizon, mais il y avait vraiment ce truc de, bon, voilà, il faut que Kaiser s'en aille vers l'horizon, quoi, et c'est Kaiser qui s'en va. Et s'il y a vraiment ce truc aussi de on s'en fiche si on n'y croit pas, quoi. C'est un peu comme le moment où il y a le cormoran qui est abattu dans le ciel. C'est des espèces de légers décalages de naturalisme, justement, qui sont assez métaphoriquement lourds, mais tellement lourds que ça en devient un peu comique. Et donc, du coup, c'était un peu ce que je cherchais avec Kaiser qui s'en va, avec le cormoran avec la neige qui tombe parce qu'il est triste. Donc voilà, c'était des choses qui étaient un peu excessives et où je me suis dit, puisque ça apparaît quelques secondes, puisque en même temps, il y a cette espèce de baroque de la musique, le mélange peut peut-être finalement faire que ça passe dans le film aussi, ça fait partie de ce mélange-là, quoi, qui s'enchaîne, et on se dit pas, c'est une vraie vision, elle se barre vraiment, Kaiser, elle est vraiment en train de conduire le bateau, ou je ne sais quoi, et donc il y a plus un truc où c'est un tout petit décalage, très grotesque, qui du coup peut-être se fond un peu dans le naturalisme et je sais pas, l'amplifie un petit peu. Et j'avais encore une dernière question concernant les deux comédiens, notamment la comédienne protagoniste, Valentine Cadic, qui est comédienne mais également réalisatrice. Alors je voulais savoir comment on travaille en fait avec quelqu'un qui est à la fois comédien, comédienne et aussi réalisatrice. Alors Valentine, c'est aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'ai choisie, c'est parce que j'avais vu son film qui s'appelle Les Grandes Vacances, que certains d'entre vous ont dû voir, et qui m'avait beaucoup plu parce que je me suis dit, on a une sorte de proximité, je pense, dans nos personnages, dans nos univers. Il se trouve que, par une espèce de hasard incroyable, on a pris la même tente pour nos deux personnages, sans le savoir, en fait. Moi, j'ai acheté ma tente, et puis je me dis, elle me dit quelque chose quand même, cette tente violette et jaune, et puis là je regarde Les Grandes Vacances et je me dis merde, c'est la tante de Valentine. Donc voilà, pour dire qu'il y a vraiment cette proximité là, donc ça m'intéressait qu'elle ait aussi un avis fort sur son personnage, et il se trouve que elle a quand même, par rapport à Baptiste qui lui a vraiment assumé le rôle du un peu nigo, quoi, elle avait quelque chose au scénario d'un peu plus hyperactif, plus comédie, et c'est quelque chose qu'elle jouait pas. Et donc on a essayé de la faire jouer et ça marchait pas, quoi. Et alors qu'elle jouait parfaitement bien tout le reste, tous ces moments-là où c'était, par exemple, quand elle dit on est libre, elle devait le dire vraiment en criant, et tous ces moments-là ça marchait pas du tout et elle faisait plutôt l'inverse. Et en fait au montage je me suis dit mais elle a donné, le film avait bien sûr déjà quelques passages de mélancolie, mais son personnage tel qu'elle l'a joué a vraiment donné plus de gravité au film, et a renforcé peut-être l'équilibre entre,
en tout cas l'écart entre comédie et drame qu'il y avait dans le film. Et donc elle a vraiment eu une influence très forte, et je pense que c'est aussi d'être metteuse en scène que de jouer cette cohérence-là dans son jeu, parce que je pense qu'elle a commencé à jouer comme ça, et puis ensuite elle a tiré sur ce fil-là, et en fait on s'est entendu sur ce sera ce personnage-là. Clémence ne sera peut-être pas aussi drôle que ce qui était écrit, mais en contrepartie, l'écart sera plus grand et peut-être beau aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Inès. Merci. Merci aussi à une grande partie de mon équipe qui est là aujourd'hui. Et je suis très contente de ce là. Et merci à vous. Merci.